Bonjour à tous et merci d'être là pour cette troisième séance de ce séminaire philosophie critique de l'innovation et l'innovateur. Euh, Nous allons aujourd'hui travailler sur la question de l'historiographie de l'innovation, plus particulièrement dans l'Antiquité. Et la fois prochaine, nous travaillerons plus particulièrement sur toujours l'historiographie de l'innovation, mais cette fois-ci au-delà de l'Antiquité. Avant cela, je veux faire un rappel de la séance 2 et qui travaillait, celle-ci, sur la question de la responsabilité et de la spiritualité. Plus exactement, on a conclu la dernière fois que notre philosophie critique de l'innovation devait s'établir autour d'un appareil conceptuel singulier qui associe responsabilité et spiritualité. Et l'enjeu, in fine, c'est la possibilité d'imaginer une responsabilité qui se spiritualise pour analyser l'innovation et une spiritualité responsable pour l'innovateur. Les termes semblent pouvoir se mêler de manière cohérente avec cet aller-retour entre innovation et innovateur, mais aussi spiritualité et responsabilité, notamment en nous appuyant sur l'auteur que nous avons vu la dernière fois, Fauconnet, mais pas seulement. Cette tension éthique entre responsabilité et spiritualité est donc le regard que nous allons essayer de porter sur nos travaux, tous nos travaux, pendant ces différents séminaires, pour souligner leur présence ou leur absence, l'intérêt de les voir apparaître, puisque c'est ce que nous pouvons souhaiter, au moins pour notre monde contemporain, d'avoir une responsabilité spiritualisée pour l'innovation et une spiritualité responsable pour l'innovateur. Ceci dit, nous verrons que si, comme nous avons cherché à le montrer, cela est nécessaire de travailler, d'obtenir une responsabilité spiritualisée, une spiritualité responsable, ces dispositifs ne sont pas nécessairement détectables. Et l'on pourra justement parfois montrer leur présence, mais aussi leur absence, en la comprenant ou en la regrettant. Première partie donc concernant l'historiographie de l'innovation. L'enjeu est de comprendre pour nous, et pour les séances prochaines surtout, d'avoir un regard large, global, exhaustif, historique, concernant l'innovation avant de l'ancrer dans l'espace contemporain et de s'arrêter sur l'espace contemporain de manière beaucoup plus longue pour regarder cette responsabilité, cette spiritualité. Beaucoup d'éléments que nous allons évoquer ce soir s'appuient notamment sur les travaux de Benoît Godin, son ouvrage « L'innovation sous tension, histoire d'un concept » où il s'intéresse à l'origine de l'innovation et ses évolutions, et on s'aperçoit que cela prend sens dans la Grèce antique. L'innovation existe à l'évidence avant d'être nommée, avant d'être dénommée telle qu'elle, et cela se voit dans plusieurs histoires, dans l'histoire d'une manière générale, et même dans l'étymologie latine d'innovation, puisque c'est innovare, le changement à l'intérieur. Et ce changement à l'intérieur, il est valable dans les organismes, il est valable dans les organes, dans le vivant, puisqu'ils vont devoir survivre, ces organismes, ces organes, et donc ils ont besoin de se changer à l'intérieur. Eh bien, dans un des plus vieux textes qui existe, l'épopée de Guilmazé, qui est la première œuvre littéraire jamais écrite, née il y a 4500 ans à Summer, au bord de l'Euphrate, eh bien, c'est pas sans être présent. Pour rappel, Guilmazé, c'est le roi d'Oruk, qui abuse souvent de son pouvoir sur son peuple, jusqu'à ce qu'il découvre l'amitié avec Enkidu, puis la souffrance liée à la perte de son ami, l'incompréhension, le désespoir face à cette disparition. Et pour échapper à son chagrin et d'affronter sa propre peur, il décide de se lancer à la recherche de l'immortalité. Le roi entreprend un voyage à la recherche d'Utanapistim, survivant du déluge universel, qui a reçu, lui, des dieux, le don d'immortalité. Après avoir surmonté toutes sortes de dangers, Guilmazé arrive à la demeure, donc d'Utanapistim, aux confins de la terre. Lorsqu'il lui demande de lui révéler le secret de l'immortalité, Utanapistim commence par refuser. Mais son épouse convainc d'aider le héros. Il raconte alors à Guilmazé que le talisman de l'immortalité est une plante qui pousse au fond des eaux, mais qu'elle possède des épines qui lacèrent quiconque essaie de l'accueillir. Guilmazé se leste de pierre, s'immerge et revient avec la plante magique. Grâce à elle, l'homme renouvelle son souffle de vie. Je la rapporterai, dit-il, à Oruk l'enclos. J'en ferai manger, je partagerai cette plante. Son nom sera « Le vieillard redevient jeune homme ». Pour moi, j'en mangerai, je reviendrai au temps de ma jeunesse. Mais Guilmazé s'endort sous un arbre. Un serpent s'approche alors et dévore la plante merveilleuse qu'il avait réussi.
Ayant perdu sa chance de devenir immortel, le roi doit retourner dans son pays et se résigner à sa fin inéluctable. Il comprend à la fin de sa quête que la mort est avant tout ce qui donne du prix à la vie. Le lecteur assiste à la transformation du héros. Il était un roi tyrannique, il parvient à gagner l'amour de son peuple, il était autoritaire, il découvre les bienfaits d'une amitié sincère. Il était un être également angoissé par la mort, et quand il revient de son voyage, en ayant accepté son destin d'être mortel, il renonce alors à la recherche de l'éternité et retourne auprès des vivants pour profiter de l'instant présent. Et donc on s'aperçoit que 1800 ans avant Jésus-Christ, nous avons déjà ici dans cette histoire les ingrédients de l'innovation, ainsi que l'on l'utilise aujourd'hui. L'importance de la survie, c'est face à la mort, le changement à l'intérieur, la plante, mais aussi l'usage de la pierre qui va me mettre au fond de l'eau pour aller la chercher, la plante qui va me changer à l'intérieur, me permettant d'être transformé en immortel, et puis des forces externes qui m'obligent à me changer. La mort, bien sûr, qui est arrivée, les risques qui peuvent survenir, la mort ou encore le serpent. Il n'est pas évidemment si surprenant que nous trouvions une forme de nouveauté, d'innovation avec cette épopée, qui repose en partie sur plusieurs récits en sumérien, composés vers la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, car un très grand nombre de nouveautés trouvent leur origine chez les Sumériens. On trouve précisément 39 qu'on dit nouveautés, notamment dans la vie sociale. Alors c'est les premières écoles, les premières fermes animalières, la cosmogonie, la cosmologie de l'homme, expérience de la culture des arbres d'ombrage par exemple, la victoire des travailleurs, les fables également qui existent à ce moment-là. On a les premiers proverbes, les premiers dictons, les chants d'amour, l'almanach du fermier, les idéaux moraux, le catalogue de bibliothèques. On a aussi chez les Sumériens les premiers cas de flatterie également. On a les premiers aquariums qui émergent, mais aussi les premières inventions majeures mésopotamiennes, la roue, la céramique produite en masse, les mathématiques, le temps, l'écriture, la production en masse de briques, les villes, la carte ou encore la voile. C'est-à-dire qu'on a dans cette époque, chez les Mésopotamiens, on a effectivement cette somme d'innovations, de découvertes, de nouveautés qui émergent. Et c'est dans ce contexte-là que va émerger l'épopée de Guilmazé, cette notion d'immortel. Et pour ça, on a besoin de se changer, d'innover dans son corps, dans son âme également qu'il change pour pouvoir se mettre à survivre. Le concept d'innovation est grec, d'origine grecque, avec les termes kénotomos et kénotomia. C'est fondamental de les avoir en tête parce que c'est finalement le début de l'innovation. Et cela signifie clairement innovant, système nouveau, et ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Cela dérive de kénos, qui veut dire nouveau. Parfois, un terme synonyme lui est préférable qui est néotérismos. Et il est important d'avoir à l'esprit que pour les Grecs, kétonomia n'est pas l'équivalent, comme ça peut être parfois pour nous, même à tort, de l'inventivité ou de la créativité. Il y a des choses bien séparées avec kétonomia d'un côté, l'invention de l'autre, la créativité de l'autre, alors que parfois dans notre espace contemporain, on peut mélanger ces termes. Xénophon, 430 avant Jésus-Christ, est connu pour avoir été donc le célèbre, vous le savez, le célèbre élève de Socrate, et même d'avoir rédigé une des rares biographies concernant Socrate qui se trouve dans les Mémorables. Les historiens considèrent Xénophon comme certainement l'inventeur de la sténographie, car il consignait ses pensées sur Socrate en utilisant un système d'écriture rapide en grec. Et Xénophon, c'est pas simplement le biographe de Socrate, c'est un stratège, c'est un mécène, il est à la fois philosophe bien sûr, mais aussi historien, il est chef militaire, et parmi les ouvrages qu'il rédige, moins connus que les Mémorables, il se trouve un ouvrage qui s'appelle Les Revenus. C'est à noter car c'est l'une des premières traces de l'usage de l'innovation, dans un chapitre qui porte sur les mines d'argent qui sont les mines du Laurion. Alors, les mines du Laurion, c'est au sud d'Athènes, à peu près une cinquantaine de kilomètres à l'est d'Athènes, dans le sud-est d'Athènes, et ce sont d'anciennes mines de cuivre, de plomb, d'argent également, surtout connues pour ça, pour l'argent, parce qu'elles ont produit. Et il est encore d'ailleurs possible de voir des vestiges, il ne reste pas grand-chose, mais il y a encore quelques vestiges dans les mines du Laurion où effectivement, depuis Athènes, on envoyait chercher des gens pour aller ramener l'argent. Il reste des puits, des galeries, etc. Ces mines sont une ressource importante pour le pouvoir et il y a une forte demande en raison d'un manque de main-d'œuvre.
Xénophon propose quelque chose de nouveau, qui n'existe pas. C'est donc, va-t-il proposer, une innovation, plus exactement une nouveauté, car il utilise le mot canon. Il expose son idée en expliquant, je cite, mes propositions furent-elles adoptées, la seule nouveauté, canon. Cela dit, les traductions n'hésitent pas à employer le terme d'innovation plutôt que nouveauté, notamment les traductions de Chambry. Je le cite, évidemment, je cite Xénophon. Pour que l'on comprenne mieux comment j'entends pourvoir à notre subsistance, je vais exposer par quels moyens l'exploitation des mines serait la plus fructueuse pour l'État. Je continue la citation. Je ne prétends pas d'ailleurs avancer quoi que ce soit de surprenant, comme si j'avais résolu quelques problèmes difficiles. Car une partie de ce que j'ai à dire se passe encore aujourd'hui, sous les yeux de tous. Pour ce qui regarde le passé, nous savons par nos pères qu'il en allait de même. Mais ce qui est surprenant, c'est que l'État, voyant une foule de particuliers s'enrichir sur lui, ne profite pas de leur exemple. Ceux de nous, en effet, que la question préoccupe, savent depuis longtemps, je pense que jadis Nicias, fils de Nicératos, avait 1000 ouvriers dans les mines, qu'il louait à Socias de Thrace, à condition que celui-ci paierait une redevance nette d'une obole par jour et par homme, et maintiendrait toujours cet effectif au complet. Hipponikos avait aussi 600 esclaves qu'il louait aux mêmes conditions et qui lui rapportaient par jour une rente nette d'une mine. De même, Philomides en avait 300 qui lui rapportaient une demi-mine. J'en pourrais citer encore d'autres, encore qui en possédaient autant. Je présume que cela comportait leur fortune. Mais à quoi bon parler du passé? Aujourd'hui encore, c'est là que ça intervient, aujourd'hui encore, il y a dans les mines beaucoup d'hommes loués de la même façon. Si on adoptait mon projet, la seule innovation serait qu'à l'exemple des particuliers qui, possédant des esclaves, se sont assurés d'un revenu perpétuel, l'État, lui aussi, achèterait des esclaves publics jusqu'à ce qu'il y en eût 3 pour chaque Athénien. Que mes propositions soient réalisables, le premier venu peut en juger en les examinant, article par article. Le revenu des esclaves fournirait de nouveaux moyens de subsistance à l'État. C'est très simple, très clair. Il parle d'innovation de process ou une innovation d'organisation. On les détaillera avec notamment Schumpeter plus tard, mais c'est globalement ici une idée qu'il propose, une nouveauté, il va utiliser le terme de kénos, en disant on peut innover en ayant des esclaves pour l'État. Des esclaves servent plutôt pour les particuliers, et là Xénophon dit pourquoi pas les utiliser également pour l'État. Il s'agit que l'État dispose en effet d'esclaves, tout comme les particuliers, et permettent aux entrepreneurs des mines de les embaucher pour favoriser le développement des affaires. Il s'agit d'ouvrir de nouvelles galeries. L'innovation que l'on nommerait aujourd'hui, comme je l'ai dit, une innovation d'organisation, tient dans la mise à disposition d'esclaves, des Thraces, des barbares, par l'État au profit des entrepreneurs. Cette innovation va évidemment faire florès pendant des siècles, lorsque l'on voit comment l'esclavage a été diffusé, admis comme un moyen de production, un moyen d'organisation, et d'ailleurs aujourd'hui encore, sous différentes formes bien sûr. Il va sans dire que la question de la responsabilité dans la proposition de Xénophon n'est pas de mise, pas abordée. Nous savons qu'il y avait dans l'Antiquité grecque des classements d'individus, dont les esclaves sont quasiment absents du classement, tellement ils sont en bas de l'échelle. Des rangs auxquels les esclaves n'étaient évidemment que peu considérés. La responsabilité, si on veut en chercher une, éventuellement, en est la préservation du pouvoir, dans le conseil qu'il va donner, et son développement économique. C'est-à-dire une responsabilité de protection, une responsabilité partielle et partielle, globalement le pouvoir, globalement les économies, comme son terme peut être utilisé finalement aujourd'hui quand on dit qu'on est responsable de quelque chose dans une organisation. Et c'est d'ailleurs une problématique majeure qui est la polysémie du terme responsabilité, qui est partout et qui peut tout à fait être responsable du développement d'un centre de profit, peu importe les conséquences. Et donc la responsabilité, vous voyez bien qu'elle ne peut pas être la même entre je suis responsable de faire fructifier quelque chose et je suis responsable de protéger autre chose. Xénophon utilise donc kénotomia. Kénotomia avant Platon et Aristote, qui sont importants sur cette même notion. Même si on le voit aussi chez Aristophane, également dans 2 comédies qui sont à citer au 5e siècle de manière métaphorique. La première chez Aristophane, intéressante pour nous, c'est l'Énuée, comédie qui est une critique de la philosophie en parodiant la célèbre figure de Socrate, et les guêpes.
satire de l'organisation judiciaire d'Athènes. À l'occasion d'une prière qu'une personne dit pour faire entendre la première fois: Ô Apollon, Dieu tout-puissant, bienveillant, souverain, gardien au seuil de ma demeure, accepte cette innovation, un nouveau sacrifice, plus exactement ici. Je te l'offre afin que tu daignes adoucir la rigueur excessive de mon père. Et donc ça, on est dans les guêpes. Dans les guêpes, on va proposer une innovation en donnant finalement une nouvelle idée de sacrifice. Toujours Aristophane, cette fois-ci, dans l'assemblée des femmes. Les Athéniennes, sur l'initiative de Protagoras, donc c'est dans cette comédie, se rassemblent à l'aube sur l'agora pour prendre la place des hommes, les mesures politiques qui s'imposent pour sauver la cité. Quand les hommes arrivent, ils découvrent les réformes que les femmes souhaitent mettre en œuvre. Mise en commun des biens, droits pour les femmes, les plus laides et les plus âgées, par exemple, de pouvoir choisir un compagnon. C'est dans ce contexte que Bépyros, qui est le mari, s'adresse à Praxagora, qui craint que les intervenants appréhendent une nouvelle façon d'administrer la justice lors des procès. Bépyros réplique que l'innovation est meilleure que tout autre principe. Je cite le dialogue rapide. Praxagora, j'ai confiance en mes idées, donc la femme, j'ai confiance en mes idées. Mais ce que je crains avant tout est que le public s'accroche aux anciennes coutumes et refuse mes innovations, réformes. Réponse du mari. Sois sans crainte. Nos cœurs penchent pour l'innovation, la nouveauté, et nous méprisons les traditions. Voilà les principes qui dominent parmi nous. Il n'est pas intéressant. Vous imaginez à quel point il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de propositions ici. Vous savez qu'à l'Agora, ils se rassemblent quasiment tous les matins. Ce sont ceux qui sont élus, ceux qui doivent administrer la cité. Il y a beaucoup de monde, de personnes qui sont en charge de ça. Eh bien, à l'arrivée à l'aube, les hommes voient les femmes veulent imposer les réformes qu'ils jugent nécessaires pour pouvoir, notamment les femmes plus laides, d'avoir un compagnon, etc. Peu importe sur le fond. Mais sur la forme, c'est effectivement des innovations qu'ils vont proposer. Et la discussion entre Praxagora et Bépyros, c'est effectivement sur l'innovation. Ce n'est pas inintéressant non plus de voir l'importance du rôle des femmes dans l'innovation ici. La provocation de changement, et pas n'importe lesquels, puisque sont évoqués, par exemple, le bien commun et les droits des femmes, qui étaient aussi dans une autre catégorie, comme les esclaves, je l'ai précisé. Si l'on revient à Xénophon, 3 caractéristiques de la représentation de l'innovation nous semblent s'articuler. Premièrement, l'ouverture de nouvelles galeries pour les mines, qui réfère à la nouveauté. Deuxièmement, cette nouveauté trouble l'État. Le projet est dangereux, risqué. Et Xénophon suggère que l'État doit prendre des risques. Nous le savons, lorsque nous enseignons par exemple la question de l'innovation, quel que soit où nous l'enseignons, eh bien on explique toujours que l'innovation n'est pas sans risque. Troisièmement, il préconise Xénophon une forme graduelle de la proposition plutôt que d'un coup. Là aussi, il recommande quelque chose que nous nommons régulièrement, qui est ce qu'on appelle l'innovation incrémentale, c'est-à-dire qu'on va changer un tout petit peu les choses simplement et pas d'avoir des innovations de rupture. Depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, il est possible de repérer certaines caractéristiques donc de l'innovation qui sont toujours d'actualité. Les risques du changement, les rôles des politiques qui sont les points centraux de l'innovation qui revêt un sens péjoratif, l'introduction, le changement dans l'ordre établi. Les nouvelles idées et la modification des lois sont très risquées, dit-on, et peuvent mener à des bouleversements constitutionnels, déclara même Aristote. Tandis que kénotomia est employé dans un sens neutre et positif chez Xénophon et Aristophane, le mot va donc effectivement devenir de plus en plus péjoratif. Et cette dimension est importante. Kénotomia, qui pour Xénophon signifiait révolutionnaire, différent, proposer quelque chose, eh bien quand il fait parler les femmes, par exemple, dans l'assemblée des femmes, eh bien ça va devenir quelque chose de subversif. La notion de nouveauté, est nécessaire pour Platon. Avant tout, pour la gouvernance. Et dans la République, Platon indique que le changement majeur, selon lui, nécessaire, concernant les institutions, gouvernance et constitution et institutions, il faut que les philosophes deviennent rois. Il faut que les philosophes deviennent rois et réciproquement, les rois soient des philosophes. C'est de nouveau une forme d'innovation qui peut nous intéresser ici. Et c'est même la seule voie pour lui de régir l'État, et une forme d'innovation, encore une fois, d'organisation. Le défaut des constitutions politiques existantes
réside en ce qu'aucun philosophe ne dirige l'État. Je le cite. Il n'y aura pas de fin aux troubles des États, ou en effet, mon cher Glaucon, à qui il s'adresse, de l'humanité en soi, jusqu'à ce que les philosophes deviennent rois de ce monde, ou jusqu'à ce que nous appelons aujourd'hui les rois et les chefs deviennent véritablement et sincèrement des philosophes. Le philosophe roi est un concept de la philosophie politique de Platon qui apporte quelque chose de nouveau, en effet. La politique, pour lui, est un art qu'il faut maîtriser, et celui qui dirige doit détenir la science politique, c'est-à-dire savoir connaître le bien et le juste. Platon en conclut que, tout simplement, celui qui dirige la cité doit être un philosophe. Seul à même, c'est le philosophe évidemment, de gouverner selon le bien et le juste. Rappelons que le bien chez Platon, c'est, je le cite, ce qui n'a d'autre fin que lui-même, ce qui répand la lumière de la vérité sur les objets de la connaissance et confère au sujet qui connaît le pouvoir de connaître. C'est donc l'idée du bien. Et le juste, c'est, je le cite aussi, l'État est juste lorsque chacun y fait ce qui lui est propre. L'homme est juste lorsque les parties de son âme inférieure sont subordonnées à la partie supérieure. Cela n'est pas négligeable pour nous lorsque l'on peut songer à innover. Pourquoi, comment, selon le bien et le juste, pourrions-nous répondre? C'est la façon avec laquelle on doit peut-être chercher cette nouvelle façon d'innover. Et bien donc c'est intéressant parce que vous voyez ici que tout le monde n'est pas prêt, n'est pas disposé, n'est pas propre à pouvoir gouverner. Ce sont ceux qui connaissent le bien et le juste qui sont formés à ça. Et les philosophes seuls sont formés au bien et au juste, et donc ainsi se doivent définitivement d'être ceux qui peuvent gouverner. Toutes les institutions ne sont pas disposées à innover, à être réformées, à recevoir du changement innovant pour Platon. C'est l'exemple de l'éducation. Platon rejette l'innovation en matière d'éducation, car elle suscite l'instabilité sociale, c'est-à-dire la revendication de nouvelles lois et institutions. Je cite, « Lorsque la planification des jeux est prescrite et qu'elle garantit que les enfants joueront toujours au même jeu et aimeront toujours les mêmes jouets de la même manière et dans les mêmes conditions, les lois sérieuses peuvent, de ce fait, demeurer inchangées. Mais lorsque ces jeux varient et subissent des innovations, les enfants ne discernent pas les normes de bienséance et d'inconvenance établies. » Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez qu'il ne faut pas changer certains jeux pour jouer à proprement parler, parce que cela pourrait déstabiliser l'ordre à venir. On peut tout à fait mettre ça dans un système contemporain, en disant la question des jeux vidéo n'est-elle pas disposée à changer les ordres établis à moyen ou long terme. Ce qu'on voit chez Xénophon ne disparaît pas évidemment avec les craintes de ce qui peut changer. L'incertain inquiète nécessairement, cette fois-ci, plutôt avec Platon, et le conservatisme est aussi présent, il est plutôt rassurant. 3 points majeurs chez Platon concernant l'innovation et son rôle et influence chez les enfants. Les enfants aiment l'innovation, portent un grand respect à celui qui innove ou introduit un nouveau jeu. J'ai cité Platon ici. Mais, je le cite encore, la plus grande menace qui puisse jamais affliger un État réside dans la possible altération du caractère des jeunes en les induisant à mépriser les choses anciennes et à valoriser la nouveauté. Le changement, excepté celui qui touche et qui est déjà indésirable, est extrêmement dangereux. En gros, on ne doit pas innover, on ne doit pas changer, sauf si évidemment quelque chose de majeur arrive, il ne faut pas le faire. Platon ne peut pas être plus clair en ce qui concerne son avis à propos du changement. Nous ne pouvons changer que pour ce qui nous paraît désirable. On peut alors supposer que c'est tendre, évidemment, comme on l'a défini, vers le bien et le juste. Deuxièmement, l'innovation mène à l'instabilité politique. Je le cite de nouveau. Si les enfants innovent, c'est néothérisène dans leur jeu, ils deviendront inévitablement des personnes très différentes de la génération précédente. Étant différentes, ces personnes mèneront nécessairement un genre de vie différent. Or, cela poussera à vouloir de nouvelles lois et institutions. Il y a un conservatisme très clair qui est affiché ici, en faveur des valeurs traditionnelles, de préserver une situation à la fois sociale et politique et morale. Ce n'est pas exclusif évidemment à l'Antiquité ni à Platon. Je renvoie ici très rapidement à Hannah Arendt dans La crise de l'éducation, où elle expose avec un ton très platonicien, qu'elle cite d'ailleurs, je le cite cette fois-ci d'Hannah Arendt,
Pour préserver le monde de la mortalité de ses créateurs et de ses habitants, il faut constamment le remettre en place. Le problème est tout simplement d'éduquer de façon telle qu'une remise en place demeure effectivement possible, même si elle ne peut jamais être définitivement. Ce qui signifie que de manière claire, nous ne pouvons pas remettre en cause ces éléments, remettre en cause cette question de l'éducation en fonction des anciens. La troisième chose chez Platon, il est nécessaire de contenir ou de contrôler l'innovation. Lorsque les lois en vertu, je cite ici Platon, lorsque les lois en vertu desquelles les gens sont éduqués demeurent par miracle inchangées au-delà d'une très longue période, de sorte que personne ne se souvienne ou ne soit au fait que les choses eurent déjà été autres. L'âme est remplie d'un tel respect pour la tradition qu'elle renonce à la reconsidérer de manière quoi que ce soit, d'une façon ou d'une autre. Le législateur doit trouver le moyen de reproduire cette situation dans l'État. On note ici l'objectif de contrôler l'innovation. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc on a besoin du législateur. Je rappelle que toutes les citations qui sont parfois un peu longues sont dans l'exemplier qui est à votre disposition sur le site internet. Vous pouvez les reprendre en entière parce que certaines sont parfois un peu longues. On peut le dire, Platon redoute tout changement et se dote d'un profond conservatisme, car ce qui vaut pour les jeux vaut aussi pour la culture, pour la musique et la danse. Je le cite. Nous devons faire tout ce qui est dans notre pouvoir afin de détourner la jeune génération de la volonté de soumettre de nouveaux sujets, soit dans la danse ou dans la chanson. Platon plaide pour des lois sur la correction naturelle, afin de contrer la tendance à s'abandonner constamment au plaisir de la douleur, que procure la nouvelle musique. Platon encore, nul devra chanter d'autres notes ou exécuter d'autres mouvements de danse que ceux qui sont issus du canon des chansons publiques, de la musique sacrée ou de l'ensemble des prestations des chœurs de femmes, de jeunes, autant qu'il ne violerait aucune autre loi. S'il désobéit, les gardiens des lois, les prêtresses et les prêtres devront le punir. Ça ne peut pas être plus clair. Enfin, les coutumes étrangères, au même titre que les jeux et la musique, est un domaine dangereux qu'il faut surveiller. Je cite une nouvelle fois Platon dans les lois. La fusion de différents États résulte naturellement en un entremêlement de caractères de tout genre, puisque les étrangers importent des innovations, les nouvelles coutumes, chez les étrangers. Donc les étrangers sont les bienvenus, à moins qu'ils n'apportent des innovations dans la cité. Les magistrats, je cite Platon, doivent faire preuve de vigilance, de crainte que de tels étrangers n'introduisent d'innovation quelconque. Autrement dit, l'étranger est bienvenu dans une démarche d'assimilation. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Mais il ne doit pas apporter des nouveautés, des innovations qui pourraient faire changer les choses. Ce que l'on peut dire concernant l'innovation chez Platon, c'est que le point de changement sur lequel il insiste, c'est évidemment le changement dans la gouvernance via les individus. Plus exactement, la personnalité avec le philosophe roi. C'est une innovation souhaitée, donc, par l'apport de spiritualité, ainsi que nous l'avons défini, proposé. Celui qui peut gouverner, c'est celui qui détient une certaine spiritualité. Le gouvernant roi sera d'autant plus responsable à adresser le bien et le juste. On voit ici en quoi l'appareil conceptuel déterminé lors de la séance précédente fonctionne ici avec Platon. D'ailleurs, Platon cherche à spiritualiser par la philosophie le roi pour qu'il dirige mieux la cité, qu'il soit en mesure de jauger le bien et le juste, sans faire évidemment ni d'anachronisme ni d'aller trop vite. On pourrait se souvenir dans notre séance inaugurale que l'un des enjeux est de faire émerger un innovateur philosophe. Que celui qui contrôle, dirige, innove, que celui qui provoque des changements soit doté de philosophie et de spiritualité, eh bien c'est déjà l'enjeu de Platon. Selon Aristote, Platon est pourtant quelqu'un d'innovant. Il est celui qui a même innové concernant la communauté. Dans la politique, Aristote le dit en ces termes. Personne d'autre n'a introduit d'innovation, de communauté, d'enfants et de femmes, ni celle de repas publics pour les femmes. Donc, selon lui, Platon est celui qui va effectivement le faire. Je répète, il dit dans la politique, personne d'autre n'a introduit l'innovation de communauté, d'enfants, de femmes, ni de repas publics pour les femmes. Donc Platon est pour lui, pour Aristote, un innovateur. Il va faire changer les choses. Aristote qualifie également l'architecte Hippodamos, on est 500 ans avant Jésus-Christ, d'innovateur.
Celui-ci a notamment mené de grands travaux de planification urbaine, notamment l'utilisation systématique du plan en damier, même s'il n'en est pas l'inventeur à proprement parler dans l'urbanisme. Et il semble avoir appris ces méthodes-là depuis sa ville natale, de Milet, qui fut rebâtie à peu près à 480 avant Jésus-Christ, d'après un plan géométrique. Pour Aristote, je cite Aristote, l'honneur doit être décerné à ceux qui inventent, qui découvrent des avantages au pays. Et donc Hippodamos, qui a globalement refait effectivement un plan d'urbanisme, en fait partie de ceux qui doivent avoir les honneurs de l'innovation selon Aristote. Intéressant, on voit une première, en quelque sorte, glorification de l'innovateur. Celui qui fait, celui qui entreprend et celui qui va provoquer des changements. Pour Aristote, je cite, il demeure toujours possible que les gens soumettent des propositions pour abroger les lois ou la Constitution au motif que de telles propositions soient pour le bien public. C'est l'objectif, très intéressant. L'enjeu, c'est le bien public. Pour lui, c'était l'ambition seule qui poussait Hippodamos à être toujours différent des autres. Ainsi, je cite, « Puisque les hommes introduisent des innovations pour des raisons liées à leur vie privée, il faut instaurer une autorité qui soit chargée de superviser ceux dont les activités ne cadrent pas avec les intérêts de la Constitution. Autrement dit, nous ne pouvons pas innover d'un point de vue privé. Nous innovons que si c'est pour un bien commun, selon Aristote. » Il touche du doigt ici une des questions fondamentales. Pourquoi innovons-nous? Pour qui innovons-nous? Pourquoi l'innovateur ou l'entrepreneur va-t-il provoquer un changement? Est-ce pour une raison partiale ou une raison tournée vers le bien commun? Et il faut s'en assurer et donc la superviser. Il y a ici, de manière claire, un axe de responsabilité qui se dégage avec le contrôle des innovations. La volonté d'un contrôle par une instance. Il ne nous est pas dit exactement comment cela fonctionnerait, mais au moins s'assurer que cela n'est pas contraire aux intérêts de l'État, du bien commun. Et c'est intéressant, bien sûr, lorsque l'on met cela en perspective avec les débats concernant des innovations, par exemple les réseaux sociaux, où il a été mentionné aux États-Unis, par exemple, ces réseaux sociaux d'origine chinoise qui pouvaient justement nuire aux intérêts de l'État. C'est ce que dit Aristote. Il l'avait souligné. Cela aussi a lieu en France au XVIIIe siècle, où les inventions à cette époque-là, technologiques, étaient contrôlées par un agent central. Nous retrouvons encore une fois la notion de cadrage, de contrôle, de maîtrise. Évidemment, cela est à mettre en perspective avec la désormais totale disparition d'une espèce de contrôle, quelle qu'elle soit. Des nouveautés comme aujourd'hui l'intelligence artificielle génératrice, avec ChatGPT par exemple, eh bien, on peut se poser des questions qui sont abordées médiatiquement, politiquement, mais sans contrôle, sans régulation à proprement parler, d'autorité face à l'innovation. La question de la responsabilité de l'État est importante, certes, mais elle est toujours après coup, aujourd'hui. Et le problème, c'est que nous savons toujours que l'innovation vient avant la loi. Vous avez ChatGPT, par exemple, qui sort. La question de la loi maintenant, c'est comment on régule. Mais c'est trop tard. Il y a un proverbe anglais qui le souligne en ces termes. Quand le génie sort de la bouteille, on ne peut pas le remettre à l'intérieur. Cette question est importante. Ça veut donc dire que les innovateurs, eux, peuvent anticiper. Ils peuvent anticiper les conséquences de leurs innovations. La loi ne peut pas le faire. De grandes parties du politique, donc d'Aristote toujours, sont consacrées au contrôle du changement politique, car c'est in fine ce qui intéresse le plus Aristote. Toutefois, il estime que sur le plan politique, la plupart des changements bénéfiques ont déjà été faits. Je le cite. On connaît désormais toutes les formes possibles d'organisation. Si une forme d'organisation avait vraiment été bonne, elle aurait déjà été découverte. Des changements plus importants ne feraient qu'empirer la situation. La puissance d'une loi réside dans l'accoutumance à cette loi, et cela exige beaucoup de temps. Par conséquent, je cite toujours Aristote, le fait de changer aisément les lois établies pour de lois nouvelles signifie affaiblir la puissance même de la loi. On retrouve un certain conservatisme, les propos quasi identiques de Platon parfois. Pas de changement, pas de révolution, pas d'innovation, car en creux, cela va déstabiliser l'ordre. Enfin, toujours dans le politique, Aristote établit une distinction importante qui perdurera au cours des siècles à venir, soit entre le changement radical, ce qu'il appelle la révolution, et le changement graduel, que l'on peut, j'ai dit tout à l'heure, appeler innovation incrémentale par rapport à innovation de rupture.
Aristote souligne un paradoxe sur le fait que la révolution évolue lentement, petit à petit, à l'instar du temps. Le changement croît, est présent, mais imperceptiblement. Autrement dit, la révolution à faire n'est pas du jour l'autre, n'est pas le renversement. Il est renversement, mais de manière imperceptible. Si l'innovation est ici le sujet, il ne faut pas se méprendre. La préoccupation première des auteurs, penseurs, est l'innovateur. C'est celui qui innove. L'agent, d'où la forme verbale dans la langue grecque. Le concept renvoie plus souvent à l'emploi du terme kénotomène qu'à celui du nom kénotomia. L'usage de la forme verbale vise à mettre l'accent sur l'agent ou l'innovateur. C'est évidemment lui le responsable, pas son innovation. Plus exactement, elle devient secondaire. Et ce point est important car dans l'espace contemporain, c'est plutôt l'innovation qui intéresse que l'innovateur. On va critiquer des innovations, les innovateurs à peine, ou quelques noms, bien sûr. C'est plutôt l'innovation, effectivement, qui intéresse. On a effectivement des figures emblématiques des Français, comme Xavier Niel, par exemple, ou Elon Musk aux États-Unis, ou Jack Ma en Chine, mais nous considérons essentiellement que les innovations provoquent des changements et non les innovateurs dans l'espace contemporain, ce qui est en fait le contraire. Certes, le résultat, c'est de l'innovateur, donc l'innovation elle-même qui provoque le changement. Toutefois, celui qui en est à l'initiative n'est pas moins celui qui transforme. Et c'est capital quand on interroge la responsabilité ou la spiritualité. L'innovation n'a ni l'un ni l'autre. Les innovateurs l'ont. Pour les Grecs, dans l'Antiquité, les personnes qui s'intéressent à l'innovation ne sont pas des créatifs, pas des inventeurs, ils sont des transgresseurs, plutôt coupables de quelque chose, parce qu'ils enfreignent, parce qu'ils dérogent. Et bien avant tout, ils dérogent ou ils enfreignent l'ordre politique. C'est pour cela qu'ils sont mis en avant, si c'est pour le bien ou le juste. Dans ces cas-là, on met des innovateurs, des philosophes rois, qui vont changer les choses. Ou alors, ils sont condamnés, car l'innovation est avant tout ici le changement organisationnel institutionnel. On n'est pas dans l'innovation d'aujourd'hui, du système contemporain, avec des produits, des services, des commercialisations, même si, je l'ai cité au début, Xénophon est dans cette démarche-là, une innovation d'organisation pour les mines de l'Orient. Mais désormais, l'innovation, si elle émerge sous la plume de Xénophon de cet ordre, elle change de dispositif et elle devient plus une question de pouvoir. Un pouvoir politique et puis aussi des pouvoirs évidemment religieux. On y viendra plus tard. C'est donc les innovateurs qui sont particulièrement regardés. Pour Aristote, les innovateurs sont Platon, concernant la communauté, sont Hippodamos, avec ses changements dans les lois, l'urbanisme notamment. C'est aussi ceux qui sont en quête de profit personnel. Les chefs de fort caractère, les hommes de cette dimension qui cherchent à engendrer l'innovation au sens d'une nouvelle situation. Ça, c'est les innovateurs pour Aristote. Tout s'avère être un fait possible, innovateur, du philosophe à l'homme d'État, du citoyen ordinaire aux enfants s'ils changent leur jeu, s'ils changent finalement tous l'ordre politique, c'est-à-dire au sens de politikos, et qui est la vie dans la cité. En conclusion, où le terme innovation commence-t-il? Est-ce que c'est avec Xénophon? Probablement pas. Toutefois, Xénophon présente une proposition élaborée pour la première fois sur l'innovation, proche de ce que nous utiliserons dans la stratégie, la performance ici pour les mines. Reste qu'il n'existe dans l'Antiquité aucune théorie de l'innovation. Elle n'est pas théorisée. Pour les Grecs, le terme est employé principalement sous la forme verbale, dans le but de marquer la déviance autant que l'action. L'innovation, c'est ce qui constitue un changement de l'ordre établi, elle est subversive et défendue. De manière postérieure, Plutarque, à ces philosophes-là, Plutarque fera des usages réguliers du concept. Donc on est plutôt dans l'Antiquité tardive, tant comme substantif que comme verbe. Plutarque emploie le terme de manière positive avec des superlatifs. Il parle des grandes innovations et changements dans le gouvernement de la cité du dictateur romain Sylla. Les maintes nouvelles entreprises et grandes innovations de Thémistocle. La grande splendeur, l'audace, l'ostentation des innovations de l'artiste Stasicrate, telles que donner aux montagnes l'allure d'un homme. Cela fait référence à une statue du roi Alexandre. Donc Plutarque va utiliser un grand nombre de termes où les innovateurs sont encore une fois glorifiés. Pour les philosophes grecs, donc à ce stade, l'innovation semble revêtir deux significations. La première, c'est l'introduction d'une nouveauté.
Cela renvoie à la création d'un nouveau terme, ainsi qu'aux nouvelles formes de jeu, musique et coutumes pour Platon. Cela évoque aussi la pensée d'Aristote à propos de la communauté de Platon et des inventeurs célébrés, comme l'architecte urbaniste Hippodamos. Il faut bien souligner que ces usages sont péjoratifs, bien souvent, en raison de leurs possibles répercussions politiques. La seconde signification est l'introduction d'un changement politique ou constitutionnel. C'est ici la principale désignation de l'innovation d'Aristote. La plupart du temps, le changement politique possède en effet une connotation subversive. Si cela n'est pas toujours et clairement exprimé dans les textes, nous avons toutefois réussi, ce soir, à déceler des enjeux concernant la responsabilité et la spiritualité. Cela peut être l'absence de responsabilité, comme les propositions de Xénophon, ou une forte responsabilité chez Aristophane, avec sa mise en scène des femmes qui apportent des mesures, des politiques nouvelles. Cela peut être chez Hippodamos, avec l'amélioration de l'urbanisme également. La responsabilité et la spiritualité, elles se notent toutes les deux chez Platon. Elles sont cruciales et dépendantes l'une de l'autre. Bien entendu, avec la notion de faire des rois, des philosophes rois, pour qu'ils soient responsables et visent le bien et le juste. Il n'y a pas de philosophie sans spiritualité. Il n'y a pas de roi sans philosophie. Il n'y a donc pas de roi sans spiritualité. Et le changement que Platon appelle de ses vues les plus chères, c'est donc d'une certaine manière l'innovation de la personne, de l'innovateur. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres éléments chez Platon, et notamment en ce qui concerne, comme le souligne Aristote, des changements dans la communauté et le bien commun. Cela n'est cependant pas sans ignorer un certain conservatisme chez Platon. Tout n'est pas à changer, tout ne doit pas recevoir l'innovation, et cela s'articule aussi avec une forme de responsabilité selon lui, et plus particulièrement à l'endroit de l'éducation, où le changement peut être mère de mauvais comportements qui atteigneront par ricochet la cité. Ainsi, responsabilité et spiritualité, même à l'aube de l'innovation, sont déjà présents. Ils ne sont pas annoncés, mais sont des soubassements d'une volonté. Faire le bien, faire le juste, philosopher, inclure, intégrer autrui. Et Aristote le montre notamment dans ce contrôle nécessaire et cette recherche de contrôle pour le bien commun de l'innovation. Nous continuerons la fois prochaine cette historicité de l'innovation en avançant encore dans le temps, et cela va nous aider encore à comprendre l'innovation. Ce sera après évidemment l'Antiquité, et pour ce qu'elle nous apporte encore aujourd'hui, qui sera donc la séance encore d'après pour l'espace contemporain, tout en maintenant la fois prochaine comme les autres fois, autant que possible, le regard critique de la responsabilité et de la spiritualité. Je vous remercie de votre attention.